Oui, bonjour tout le monde. Bon, évidemment, les présentations ont été faites. Je voulais vous souhaiter la bienvenue parce que j'ai devant moi probablement la crème des joueurs du fin secondaire. Fait que ça veut dire que vous avez quand même un parcours intéressant. Vous avez, par vos qualités de joueur, vous êtes rendu à cette étape-là. C'est une belle activité pour vous là, de vous mélanger ou de vous confronter ou de même mettre à profit toutes vos compétences de joueur. Alors, bienvenue. Puis la même chose aux parents, parce que c'est grâce à vous aussi que vos jeunes réussissent à se développer. Puis évidemment, dans la démarche qu'on fait, bien, on veut vous mettre à contribution. Vous avez un rôle encore plus important à faire que d'assister aux pratiques, puis d'assister aux matchs, puis les encourager, puis les accompagner, puis de vous promener avec vos ados partout au Québec. Ça, je reviens toujours à l'histoire des fameuses blessures à la tête. Il y a la bonne nouvelle, en tout cas, je vais commencer peut-être plus par la mauvaise, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. C'est que les commotions cérébrales, il y en a eu, puis il va continuer à en avoir. On souhaite qu'il y en ait de moins en moins parce qu'on a des méthodes d'entraînement, des méthodes de jeu ou des styles de jeu qui tendent à changer de façon à les rendre plus sécuritaires. On ne dénaturera pas le football. Le football, là, c'est un sport fabuleux, extraordinaire, puis je vous souhaite d'être capable de le pratiquer longtemps. Pour ça, bien évidemment, c'est d'éviter de se blesser, de se blesser de façon sérieuse, puis qui peut avoir aussi des conséquences ou des répercussions dues à ces blessures-là sur votre développement physique, cognitif, académique, puis plus tard aussi votre vie personnelle, familiale, puis professionnelle. Alors, pour ça, les commotions cérébrales, si on prend cette blessure-là sérieusement, puis on y porte une attention particulière, et ça le plus tôt possible, je vous dirais que souvent, ça se résorbe assez rapidement, puis de façon assez pleine et entière. Le meilleur exemple, là, cette semaine, on en parle beaucoup. Les commotions, on en a parlé largement depuis les dernières années. C'est comme de quoi que c'était un fléau dans notre sport. Il y a des gens qui ont pris les choses en main, mais on revient à ce qui se dit dans les médias actuellement, l'histoire de Sidney Crosby. Je ne ferai pas un gros débat là-dessus. On dit, bon, il revient au jeu trop rapidement, tout ça. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est lui-même qui le sait, puis c'est sa tête qui le sait. Il se peut, parce qu'un adulte, maintenant, là, ce qu'on ne savait pas autrefois, un ado, jusqu'à 15-16 ans, c'est une semaine de repos. Un adulte, c'est 24 heures. 24 heures, pas de symptômes. Alors, si lui, il est rendu dans son processus, à ne pas avoir de symptômes qui lui permet de reprendre des activités soft, pas de contact, tant mieux. Si sa tête ne suit pas, le protocole va être appliqué, ça va durer un peu plus longtemps. Mais ça se peut que cette commotion-ci, puis tout le monde le sait qu'il en a fait une, parce que c'est assez évident sur la patinoire, mais parfois, les commotions cérébrales, on ne s'en rend pas toujours compte. On pense que le contact, le coup, la situation n'a pas nécessairement causé ou suscité une blessure à la tête ou une commotion. On peut être à risque, on peut soupçonner une commotion, c'est déjà énorme. Mais des fois, c'est subtil, parce qu'une commotion cérébrale, évidemment, ça ne survient pas toujours quand il y a un coup à la tête, où on est tombé, où on s'est cogné la tête. Ça peut être en tombant sur le derrière, c'est un mouvement de bascule, puis c'est à l'intérieur. Le cerveau, évidemment, c'est pas pris tout d'un bloc, là, ça. Alors, je ne vois pas une grosse exposé sur les commotions au niveau neurométabolique, puis on ne fera pas un exposé médical non plus. Mais le cerveau, c'est fragile. C'est protégé par une boîte crânienne qui, elle aussi, a ses limites, puis c'est mince comme une pièce de 1 $. Alors, le casque de football, lui, va protéger la boîte crânienne d'une fracture, d'une blessure sérieuse. Mais à l'intérieur du casque, il se passe des choses, puis le cerveau, ça a ses limites. Alors, il y a différentes régions du cerveau. Souvent, c'est la frontale à l'avant qui est la plus, des fois, touchée quand on a des contacts au football. C'est tout ce qui nous sert, le jugement, la planification, l'attention, concentration. C'est souvent ces zones-là, langage, qui font partie un peu des premiers symptômes qu'on va détecter lors d'une commotion. Excusez-moi. En fait, l'explication d'une commotion, qu'est-ce que c'est? Je ne vous demanderai pas de le lire, puis moi non plus, mais en grande ligne, c'est un processus physiopathologique complexe affectant le cerveau induit par des forces biomécaniques. Alors, c'est des forces qui viennent de l'extérieur, qui vont faire que le cerveau subit un coup ou un contre-coup à l'intérieur de la boîte crânienne.
Quand on dit que c'est un processus biomécanique, évidemment, on va aller plus loin et voir, c'est coup direct ou indirect à la tête, au cou, au visage ou un coup porté au corps engendrant un impact à la tête. Alors, la tête, évidemment, c'est l'extension de votre corps. Un coup, c'est mou, même si vous l'avez renforcé par l'entraînement, souvent, on ne s'y attend pas, puis la tête va basculer, puis la commotion va se produire. Résulte typiquement en une perturbation immédiate et de courte durée de la fonction neurologique qui récupère spontanément perturbation transitoire. Alors, je vais peut-être vous dire, ou vous mentionner un meilleur exemple. Sans doute qu'il y en a, les parents ou l'entourage font de la rénovation, un niveau au laser. Ça ne prend pas grand-chose pour le déstabiliser, que votre ligne de niveau passe à stable et instable. Évidemment, on attend qu'elle revienne à la normale, mais ça ne dure parfois pas longtemps. Si vous l'échappez, je ne suis pas sûr que ça va faire une cloison, un mur ou une construction qui va être de niveau et d'équerre, parce que pour le moment, ça a subi une altération. Alors, c'est à peu près la même chose. Ici, là, chacun d'entre vous, je ne suis pas sûr que si vous allez sur le terrain, vous faites une bonne entorse à la cheville, vous allez continuer à courir durant la même journée sur cette cheville-là, ou au risque d'empirer votre blessure, qu'elle se soigne et se répare mal et que ça prenne énormément de temps, et l'inconfort, la douleur attachée à ça. Je ne connais pas personne avec une bonne entorse qui va courir ou marcher dessus. Alors, c'est la même chose pour votre cerveau. Puis, comparez-le à une entorse au cerveau, il y a besoin de se reposer un temps pour revenir à la normale. On pourrait parler d'un déséquilibre. Les symptômes cliniques aigus reflètent davantage une perturbation fonctionnelle qu'un dommage structural. Alors, c'est au niveau de la fonction du cerveau et non pas de sa structure. Alors, c'est comme, comparez-le, je parle d'une entorse, ce n'est pas une fracture, c'est une entorse. Fracture, on passe une radiographie, on voit que l'os est brisé. Le cerveau, c'est la même chose. On ne peut pas détecter la commotion, mais on peut s'apercevoir qu'il y a un changement au niveau de ses fonctions et ses capacités, par contre. Évidemment, la neuroimagerie structurale standard est habituellement normale. Ça va indiquer, tout est beau, parce qu'il n'y a pas de fracture. La fameuse entorse au cerveau n'est pas décelable, à moins de tests poussés. Puis encore là, comme je vous dis, c'est au niveau de son fonctionnement. Excusez-moi. Et je voulais vous mentionner aussi, je voulais vous mentionner, pour les questions, des fois vous avez des interrogations et des questions, on va prendre un temps à la fin pour tâcher d'y répondre, s'il vous plaît. Alors, dès qu'il y a une sensation ou un symptôme, même bref et invisible, bien évidemment, on doit cesser toute activité. Alors ça, c'est on met la switch à off le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que c'est une blessure invisible. Pourquoi? Parce que dans la commotion fait que la pathologie fait qu'on ne se reconnaît pas dans ses propres symptômes. Je vais en revenir à ça parce que le but de la démarche aujourd'hui, puis celle qu'on tâche de diffuser, c'est d'emmener le jeune, son coéquipier, son adversaire, son parent, l'entourage, à devenir le gardien de votre cerveau. Parce que vous n'êtes peut-être pas capable de vous rendre compte sur le coup, parce que vous êtes sonné, puis vous avez une altération au niveau de votre cognition, au niveau de votre capacité à reconnaître la blessure, qui va faire que vous allez continuer peut-être à jouer, à vous mettre en danger, puis à poursuivre le jeu, poursuivre l'activité. C'est ce qu'on ne veut pas. Alors, ça prend quelqu'un à côté qui va vous dire « Non, ça ne marche pas, là. T'es sonné. Prends une pause, puis reviens. On aura besoin de toi plus tard, mais aujourd'hui, là, d'aucune efficacité. C'est un grand danger pour soi-même de continuer l'activité quand on a un risque de commotion. On ne le sait pas. Il n'y a personne sur un terrain, à moins d'avoir un médecin qui peut diagnostiquer une commotion. Par contre, on peut la suspecter. Puis déjà, la suspecter, c'est de mettre un tampon puis de dire à la personne, on va la protéger de conséquences puis d'impacts plus sérieux à la tête. Autre chose, le meilleur encore exemple là-dedans, chacun d'entre vous, c'est probablement arrivé, on ne sait pas notre corps comment il va être capable de l'absorber, de gérer une consommation d'alcool, mais on sait très bien qu'à partir d'un certain nombre de verres, c'est pas juste on va se faire arrêter, on perd son permis, on peut être un danger. On est en état d'ébriété. Bon, je pense que ça a été apprécié pour la plupart de ceux à qui ça a pu arriver, que quelqu'un prenne notre trousseau de clés et nous dise « Tu ne prends pas la route parce que je t'aime, je ne veux pas qu'il t'arrive un accident et tu as trop consommé. » Mais quand on a une commotion, ça prend quelqu'un aussi pour nous retirer de la circulation. Parce qu'on n'a peut-être pas toujours le goût de le faire. On n'a peut-être pas toujours
ou le sentiment ou le sentir la nécessité de se retirer parce qu'on pense qu'on est grand, on est beau, on est fort, on est correct. Sauf que, erreur. Tout à l'heure, M. Méfis mentionnait, puis là, je vous parle en connaissance de cause. Je ne me suis pas présenté au complet, mais j'ai joué au football universitaire professionnel. À l'époque, c'était la technique encore du coup puis de la tête. Fait que les coups de bélier puis les coups de tête, ça rentrait allègrement. J'étais aussi sur l'équipe olympique de taekwondo. Fait que les coups à la tête, j'en ai eu un plus un autre. Évidemment, je vous parlais tout à l'heure comme parent de prendre conscience, le bouclier, pourquoi ça a été mis en place, pourquoi on a mis des efforts à essayer d'aller protéger nos jeunes, de rendre les milieux sécuritaires. Je suis aussi un parent comme vous. J'ai mon garçon Jean-Philippe, 23 ans, qui voilà 6 ans, un accident de planche à neige et est rendu paraplégique. Alors, ça m'a allumé sur le fait que des fois, nos pratiques, nos milieux, nos équipements ne sont pas toujours sécuritaires. Alors, il y a beaucoup de ménage puis de travail à faire de ce côté-là. Et je travaille maintenant comme éducateur spécialisé au centre de réadapte de Sherbrooke avec des traumatisés crâniens. Avec des gens qui ont eu des blessures à la tête, peu importe l'origine, d'accidents d'auto, moto, vélo ou des accidents dans les sports, bien, ces gens-là vivent avec des séquelles, puis c'est pas toujours le fun. Je reviens à ce que je vous disais. Si on n'est pas sûr, puis on s'est aperçu qu'il y a eu suffisamment un contact sérieux, la journée même, là, il n'est pas question de retourner au jeu, puis pas question même pour la journée suivante. Pourquoi aussi? Sur le coup, on peut, oui, être sonné, mais pas ressentir les symptômes qu'on va voir tout à l'heure. On peut, par contre, se sentir assez bon et assez correct pour retourner au jeu, pour retourner sur le terrain. Mais on est quand même dans une zone de déstabilisation au niveau des fonctions neurologiques puis cognitives. Le cerveau a subi un dommage. Puis, les symptômes peuvent survenir de 24 à 48 heures après le choc ou le coup. Alors, cette zone-là, on a besoin de la prendre pour voir s'il ne survient pas des symptômes, aggravation des symptômes, et c'est pour ça qu'on demande l'arrêt total. Alors ici, l'absence sera proportionnelle à la durée des symptômes, bien évidemment. On veut que les symptômes disparaissent, il faut se donner la chance que ça puisse survenir. Au Québec, c'est des études récentes, on parle de chiffres de 2014, 42 000 commotions cérébrales déclarées reliées à une activité sportive annuellement. Alors, c'est pas peu dire qu'il y en a, sont de plus en plus déclarés, sont de plus en plus pris en charge. Et cette fameuse prise en charge-là et la gestion se fait de façon extraordinaire maintenant parce qu'on a des outils, on a des gens qui se sont mis à travailler fort justement pour que ces jeunes-là puissent être accompagnés dans leur rétablissement. Le problème actuellement qui survient encore, un peu trop à mon goût, je trouve ça, bon, il y a beaucoup de gens qui cherchent à essayer de trouver des solutions à tout ça, c'est le dépistage et la reconnaissance de la blessure. Alors, vous êtes des témoins, vous êtes des observateurs parce que vous êtes souvent, vous assistez aux pratiques, vous assistez aux matchs, vous assistez aussi à la maison au comportement de votre enfant ou au comportement de la personne qui vous accompagne, parce que ce n'est pas juste les enfants qui font des commotions, mais il faut observer des changements au niveau des... Quelqu'un qui ne parle pas comme d'habitude, quelqu'un qui n'agit pas comme d'habitude, on peut suspecter quelque chose, mais on ne le sait pas toujours. Il est peut-être allé au parc jouer, puis on l'ignore, il est peut-être allé en skate podcast, il est peut-être allé jouer au hockey à l'OTG avec des plus vieux, mais il faut être aux aguets, parce que souvent, ce qui passe en dessous des écrans radars peut survenir non pas en milieu scolaire, puis en milieu fédéré, ça peut survenir un week-end, puis là, le retour à l'école, les gens n'ont pas vu ça passer, puis on a manqué quelques jours d'avoir une reconnaissance de la blessure qui est prompte. Alors, c'est votre rôle aussi, quand vous êtes autour d'un enfant ou quelqu'un qui a une pratique à haut risque de contact, surtout, d'être aux aguets, puis de surveiller au niveau des comportements, puis s'il n'y a pas des changements. 25 de toutes les blessures mortelles chez les 15-24 sont liées à un TCC, traumatisme crânien cérébral. Normalement, on pourrait dire traumatisme crânien cérébral léger. Ça, c'est le terme médical. Commotion cérébrale, c'est le terme utilisé dans le milieu des sports, mais c'est la même blessure. Quand on parle léger, on est dans le domaine de la commotion. En passant, il n'existe pas de petite ou de grosse commotion. Une commotion, c'est une commotion. C'est un traumatisme crânien cérébral léger. Si ce n'est pas une commotion, c'est un traumatisme crânien modéré ou sévère, là, c'est un peu moins drôle.
Évidemment, 11 de toutes les blessures d'enfants de 14 ans et moins sont reliées à un traumatisme crânien cérébral. Évidemment, c'est considéré comme un problème de santé publique majeur chez les enfants et les ados. L'incidence, alors vous avez les chiffres là, de 10 à 14 ans, 629 cas par 100 000 habitants. Puis pour les 15-19, 814. Alors, c'est un âge où on bouge, on a des pratiques sportives diverses. On joue souvent au hockey, au football, au soccer, au rugby. On expérimente. Après, on choisit un sport qu'on aime. On met l'emphase puis on capitalise sur cette discipline-là. Mais des fois, on est quand même encore toujours à risque parce qu'on est jeune et on aime bouger. Évidemment, les enfants et les adolescents ont une tendance à se rétablir plus lentement à la suite d'une commotion parce qu'on est en plein développement puis notre cerveau est en plein travail de développement actionnel neuronal. Comme je vous dis, je ne ferai pas un exposé là-dessus, ce qui se passe entre les deux oreilles au niveau neurologique, mais l'enfant a besoin de tout ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau pour se développer. Alors, de demander une réparation d'une blessure à la tête, c'est en surcroît, en surplus, ça peut être plus long. La période de repos demande d'être observée de façon un peu plus importante. La boîte crânienne des enfants et des adolescents est plus mince que celle des adultes, évidemment. Je vous ai parlé tout à l'heure que c'est mince comme une pièce d'$1, mais le temps que cet os-là qui protège le cerveau atteigne sa maturité. Le ratio corps-tête est différent, évidemment, de celui des adultes. L'immaturité du système nerveux central caractérisée par, encore, je vous disais ça, une myélinisation incomplète, c'est le développement du cerveau qui n'a pas atteint sa pleine maturité. Puis l'espace sous-arachnoïdien est plus large chez les enfants et les adolescents, permettant un plus grand mouvement du cerveau dans la boîte crânienne. Alors, le cerveau a plus d'espace, évidemment, pour se rabattre sur ses parois en cas de contact et de chute. Vers 15-16 ans, étape importante, la capacité synaptique qui diminue fortement. Alors, rendu à cet âge-là, évidemment, le développement du cerveau n'est pas atteint de façon optimale, sauf que 50 de ce développement-là, actionnel, neuronal, est 50 à la baisse, au moins 2 ans après ça. Fait que là, on est à l'âge de 17-18 ans, là, on peut rentrer à peu près dans une catégorie, le cerveau, on pourrait le classer ou le placer dans une catégorie adulte. Le lobe frontal n'atteint pas sa maturité cognitive complète avant la mi-vingtaine. Quand je vous parlais on parle souvent que les adolescents, les jeunes adultes, c'est à peu près 20-21 ans pour tout ce qui est du jugement. Alors, ils ont besoin encore de vous pour prendre des décisions parce qu'il y a tout ça. C'est pas juste l'entêtement puis parce que c'est un ado. C'est parce que, au niveau neurologique, il n'a pas atteint complètement ce développement-là. Des dommages au lobe frontal lors du développement peuvent avoir un impact majeur sur les fonctions exécutées, évidemment. Alors, comme je vous ai dit, c'est une région qui est plus vulnérable puis qui englobe des fonctions puis des capacités quand même assez importantes au niveau de l'apprentissage puis de toutes les choses dont un jeune adulte, un enfant peut avoir besoin. Alors, on ne veut pas cette zone du cerveau-là blessée prématurément, puis en jeune âge, ni plus vieux, mais évidemment, parce que vous êtes en période d'apprentissage, puis votre principal rôle ou votre job principal, oui, c'est de jouer au football, puis oui, c'est d'être en forme, puis oui, c'est de vous développer sur le plan physique, mais vous avez une job d'aller à l'école, d'apprendre. Parce que le football, c'est pas tout le monde qui sera en haut niveau puis en haute sphère. Ça, si vous n'avez pas subi de blessure, si vous êtes capable de vous rendre suffisamment loin. T'sais, moi, ça n'a pas été long. C'est 2 saisons CFL à peine, parce que je n'ai pas fait l'alignement toute la saison. C'est une blessure à la cheville qui a explosé en morceaux, qui a mis terme à ma carrière. C'est pas pire, je suis capable encore de marcher puis de réfléchir, penser. Mais les commotions que j'ai faites, on s'en reparlera peut-être dans 15-20 ans. Peut-être que je n'aurai pas le même discours ou la même élocution, ou la même mémoire puis la même souvenir. Alors, quand on parle du lobe frontal, c'est souvent une zone, les coups. Le casque est mis de l'avant, on a une grille, souvent, les contacts ne sont pas toujours délibérés. On ne les cherche pas sur le terrain. Ça arrive par accident, j'espère. J'espère que personne ne cherche à blesser l'autre. On n'a pas à entrer là-dedans, mais c'est un sport, comme je vous dis, qui est normalement fait pour être joué de façon sécuritaire, mais ça restera toujours un sport qui est rude et robuste. Alors, il y a toujours des mouvements, il y a toujours des coups, ça arrive vite, ça se passe vite. Alors, on ne peut pas tout éviter,
mais on a quand même un cerveau à protéger. Ça, c'est la physiopathologie. Là, il y a 3 étapes là-dedans, simplifiées. Excusez-moi. Un impact projette le cerveau contre la boîte crânienne. Évidemment, les axones s'étirent de façon exagérée et altèrent leur signal. Je vous ai parlé d'une fameuse entorse au cerveau. Ça s'étire, ça fait bouh dans le cerveau. Il faut prendre le temps que ça reprenne sa capacité, sa forme initiale, sa capacité, puis les connexions se fassent. Il s'agit quand même de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau. Bon, évidemment, le potassium sort de la cellule, le calcium rentre massivement dans la mitochondrie. C'est une espèce de cascade neurométabolique que je ne vous ferai pas un exposé là-dessus. Sauf que, dites-vous que le cerveau est en déséquilibre. La blessure demande un apport en oxygène et en sang accru pour soigner la blessure. Et la blessure fait que votre apport en sang et en oxygène est diminué. Fait que là, vous avez besoin de ça, puis votre apport est là. Quand je vous parle de déséquilibre, fait que le repos pour ramener ça, vous avez besoin de sang d'oxygène, puis votre sang d'oxygène est à la baisse à cause de la blessure. Alors, c'est vraiment quelque chose de très chimique, métabolique. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus, vous ne pourrez pas accélérer puis vous dire, bien, non, ma tête, là, elle va revenir parce que je veux qu'elle revienne. Ça ne marche pas comme ça. Évidemment, ce que je vous disais, pour que ça revienne à la normale, on a besoin de repos total. Diminution immédiatement du flot sanguin de 50 et durant de 30 à 60 minutes. Alors, comme je vous dis, il y a un apport qui n'est pas là, qui est diminué. Puis ça peut s'étirer aussi, tout dépendant de la blessure. Il n'y a pas une tête, il n'y a pas un cerveau qui est fait pareil, puis qui va réagir ou qui va subir la blessure de la même manière. On a tout un cerveau, l'axe de la blessure, l'angle de la blessure, puis le dommage subi n'est pas le même pour un individu d'un individu à un autre, pour le même âge donné, le même poids donné. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, c'est le cerveau, ça a ses caprices. Conséquemment, la commotion cérébrale doit être considérée comme un processus et non un événement circonscrit dans le temps. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a une durée définie, puis qu'on détermine, c'est le cerveau qui décide. Puis si vous voulez que votre cerveau prenne les bonnes décisions quant à son rétablissement, il faut lui donner toutes les chances possibles. Évidemment, les signes d'une commotion cérébrale. Confusion, désorientation, ne pas se souvenir de l'heure, du lieu de l'activité, le quart, la demi où on est, contre quelle équipe on joue, le pointage. Souvent, là, la personne, soit posée la question, là, il ne sait même pas où c'est qui. Amnésie, ne pas se rappeler ce qui s'est passé avant, pendant ou après le choc. Brève perte de connaissance assommée. Brève perte de connaissance. En passant, là, pas besoin de perdre connaissance ou de perdre conscience pour avoir subi une commotion. C'est un mythe puis un leurre. Les gens disaient non, tant que je ne suis pas d'accord, couché sur le terrain, à bouger ou pas bouger ou en convulsion, je n'ai pas fait de commotion. Bien, ça peut être pas mal plus subtil que ça. Évidemment, distraction, manque de concentration. Quelque chose que vous pouvez remarquer puis souvent vous apercevoir, l'empattement de la parole, lenteur à répondre aux questions ou à suivre des consignes. Le coach, il y a une shot de calé sur le terrain, on s'en va là, on fait ça, puis là, les souhaits là, puis s'en va là, il y a quelque chose, là, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les consignes, ils ont été dites, ils ont été entendues, mais ils n'ont pas été comprises. Le traitement n'est pas là. Fait que souvent, c'est des choses que vous pouvez remarquer. Émotions étranges ou inappropriées, rire, pleurer ou se fâcher facilement. Une espèce d'humeur en dents de scie. Là, il est down, hop, il est de bonne humeur, hop, il est down. Ça peut être aussi des signes. Regard vide, des yeux vitreux. Qu'est-ce qui se passe réellement? Au cours des moments ou des jours qui suivent, la fonction nerveuse du cerveau est affectée. Ce que je disais tout à l'heure, il reste vulnérable aux autres impacts qui peuvent survenir. D'autres traumatismes auront un effet cumulatif. Alors, quand on parle des blessures à la tête, le cerveau, s'il n'est pas rétabli, il demeure fragile et évidemment, il peut se souvenir de sa blessure. Il y a un résiduel qui va rester là, qui va se cumuler de commotion en commotion et les prochaines risquent de survenir plus facilement si ça n'a pas été soigné, guéri de la bonne manière ou de la bonne façon ou dans des délais raisonnables. Alors, quand je dis d'accorder une importance, d'être capable de permettre à son cerveau de reprendre ses esprits, excusez-moi le jeu de mots, ou de reprendre ses sens puis ses fonctions, bien, vous restez à risque d'en faire une peut-être plus facilement ou plus rapidement. Et c'est pour ça qu'on dit, bien, lorsque Sidney Crosby est prêt pour retourner au jeu,
Il peut pas avoir de symptômes. Mais est-ce qu'il aura la capacité d'absorber un autre choc? C'est sa tête qui va le savoir. On ne sait pas encore quels seront les effets à long terme dans le cas, comme je vous dis, où on persiste à jouer. La seule personne qui pourrait ne pas soit se rendre compte qu'il a fait une commotion ou bien qu'il n'en aura probablement pas tellement à soigner ou à guérir, ce serait ce cerveau-là. Alors, pourquoi faire de la prévention? Les impacts d'une commotion cérébrale peuvent être importants sans que cela paraisse. Je vous ai dit que c'est une blessure invisible, c'est très subtil, on ne la voit pas, mais elle est quand même réellement là, puis le cerveau, lui, il le sait. La personne qui a fait une commotion cérébrale est 5 fois plus à risque de refaire une autre commotion. Évidemment, plus on a pris le temps de la réparer, de la soigner, plus on pourrait dire qu'on a remis le compteur à zéro. Mais ça dépend encore de l'importance de l'avoir accordé au rétablissement puis à la façon que vous allez vouloir que votre cerveau reprenne son état initial. Alors, le cerveau est vulnérable et fragile, bien évidemment. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas un os, c'est pas un tendon, c'est pas un ligament. Puis les orthopédistes, souvent, ils font du bon travail. Quand il s'agit de votre cerveau, ça a ses limites. Excusez-moi. Pourquoi faire la... De plus en plus d'études démontrent que les effets des coups répétés à la tête, parents, professeurs ou coachs ne sont pas nécessairement sensibles aux impacts qui peuvent avoir de nombreux coups à la tête. C'est pour ça qu'on tente d'éduquer les milieux. Dans les équipes sportives, dans les fédérations, dans les associations, maintenant, il y a beaucoup de protocoles qui ont été mis en place. Il y a beaucoup d'informations qui sont données souvent aux joueurs, aux coachs maintenant. Il y a des thérapeutes présents, sauf que souvent, les parents, les enseignants, l'entourage qui est moins familier avec la problématique des commotions cérébrales, qui n'est pas interpellé parce qu'il n'est pas dans le domaine du sport, mais plus de l'enseignement. Puis des fois, c'est pas de notre faute, on peut l'ignorer. C'est pour ça qu'on tente d'aller dans les milieux puis d'aller informer les gens de toutes ces petites choses-là qui est importante de savoir pour mieux accompagner vos jeunes puis être à même de mieux intervenir auprès de votre entourage. Alors, les symptômes rapportés après une commotion, maux de tête, étourdissement, nausées, vomissements, vertige, fatigue, confusion, on a nommé tout à l'heure, voir des étoiles, des lumières vives, souvent c'est rapporté, bourdonnement dans les oreilles, somnolence, vision double ou floue, manque de coordination et manque d'équilibre, troubles de mémoire. Souvent, ces symptômes-là, vous avez dans les protocoles de l'INES, sur Internet, vous avez tout ça de disponible. Si vous n'en souvenez pas de l'ensemble, mais souvent, c'est à retenir. Ce sont souvent les mêmes symptômes qui reviennent puis qu'il faut être apte et habilité à remarquer. D'autres changements dans le comportement de l'athlète peuvent laisser planer le doute qu'il a subi une commotion. On soupçonne une commotion cérébrale quand l'athlète perd sa capacité à jouer, souffre de perte d'équilibre ou de troubles du sommeil, incapable d'accomplir ses tâches quotidiennes ou éprouve de la difficulté à se concentrer. Alors, on avait parlé de difficultés à court terme, à long terme, difficultés d'attention, d'apprentissage, difficultés de communication. Vitesse de traitement de l'information qui est au ralenti. L'élève prend plus de temps pour effectuer ses travaux et ses apprentissages. Symptômes amplifiés. Bon, ça, c'est dans des cas où on a persisté un peu à ne pas prendre en considération la blessure. Que faire après une commotion cérébrale? Consulter évidemment un médecin si vous avez le moindre soupçon ou questionnement. Retirer l'athlète, évidemment, du jeu. S'assurer que les parents et le personnel soignant sont au courant de la blessure. Alors ça, c'est encore pourquoi ça doit redescendre dans votre rôle de parent. S'il survient un événement en semaine, le week-end, bien, on a besoin d'avoir une communication avec le coach, l'enseignant, pour que l'information suive votre enfant ou votre adolescent et qu'à l'autre bout, on soit capable de s'adapter au niveau scolaire, au niveau de l'équipe, puis que les gens puissent faire un suivi méticuleux pour que le processus puis le protocole soient appliqués, puis qu'on ne l'échappe pas quelque part. Vous allez voir plus tard, il y a des choses à ne pas faire quand on subit une blessure à la tête. Aucun exercice ni sport exigeant ou violent pour toute la durée de la guérison. Évitez les fêtes, cinéma, lumière éblouissante et bruit fort. Pour les adolescents, parce que c'est évidemment des activités que vous privilégiez souvent,
Jeux vidéo, ordinateur, lecture, télévision, Facebook, écran, prohibé à ne pas faire, surtout. Là, c'est vrai que vous faites travailler votre cerveau. Tout ce qui est cognitif, tout ce qui est cérébral doit être vraiment mis à l'écart. Ce qui va être permis, vous allez voir, évidemment, pas d'alcool, pas de drogue, puis ne pas conduire jusqu'à la disparition complète des symptômes. Je vous disais, communication, prévenir l'enseignement de la commotion, faire un retour graduel à l'école, des demi-journées pour les premiers jours, ne pas faire d'examen durant au moins une semaine. On évite de faire travailler le cerveau. Puis après ça, on incorpore des périodes de repos dans l'horaire, structurer et simplifier l'environnement de la classe, calendrier. Puis on adapte les périodes. On ne fait pas travailler le cerveau quand on a un retour à l'apprentissage, on fait pas travailler le cerveau de façon exhaustive. On y va graduellement. Alors, un athlète ne doit manifester aucun symptôme au repos depuis au moins une semaine. Après une semaine sans symptômes, l'athlète est prêt à augmenter graduellement l'intensité des exercices sur une période de plusieurs jours avant de reprendre ses activités normales. Je vous disais tout à l'heure, pour un adulte, c'est 24 heures. Pour un ado, un enfant, c'est 7 jours. Alors, évidemment, comme je vous dis, il est également prouvé que les commotions multiples peuvent mener à des changements permanents et irréversibles, voire des pertes de mémoire, des difficultés de concentration et des maux de tête. C'est des symptômes persistants. Alors, de là, l'importance, comme je vous dis, de voir à ce que la blessure soit résorbée complètement et de façon pleine et entière, mais aussi rapide, qu'on intervienne rapidement lorsque survient la blessure. Alors, étape de retour au jeu, aucune activité, repos complet. Après ça, un exercice léger comme la marche ou la bicyclette stationnaire. Une activité propre au sport, toujours sans contact. Pratique sur le terrain propre au sport sans contact corporel. Pratique sur le terrain avec contact, puis pratique ou retour au jeu. Mais chacune de ces étapes-là doit se faire 24 heures à la fois sans symptômes. Si les symptômes réapparaissent, on retourne à l'étape précédente. Si je fais ma tête et que je ne suis pas les recommandations, la guérison du cerveau, évidemment, la disparition des symptômes prennent plus de temps. On parlait de Sidney Crosby. S'il se sent apte, c'est correct, mais s'il y a un doute, ça se peut que ça prolonge la période de guérison ou ça l'altère la période de guérison. D'autres coups à la tête pendant la période de guérison d'une commotion cérébrale peuvent être très dangereux, voire parfois mortels. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ou ont entendu parler qu'est-ce que le choc du second impact. C'est une blessure de type commotion cérébrale qui n'est pas résorbée, qui n'est pas guérie. Le cerveau est encore en plein processus de se rétablir au niveau neurologique, neurométabolique. Et on vient le bousculer dans ce processus-là qui est très exigeant. Puis la vulnérabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Une deuxième commotion par-dessus une première pas guérie, ce n'est pas quelque chose de souhaitable pour personne d'entre vous. Souvent, ça peut occasionner des blessures neurologiques sérieuses. Alors, on veut éviter ça. Ça, je vous ai parlé du choc du second impact. Certains symptômes peuvent sembler banals, mais il existe pour nous, évidemment, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui ne fonctionne pas bien. Alors, c'est à vous d'être aux aguets, de regarder s'il n'y a pas des changements comportementaux, même au plan physique, des choses inhabituelles chez votre ado ou des personnes de votre entourage. Comme je vous dis, il n'y a pas que les ados qui peuvent faire des commotions, mais évidemment que ça demande d'avoir un entourage qui est allumé puis qui sait reconnaître ou aider la personne à se reconnaître dans ses symptômes. Parce que ce qu'on souhaite avoir pour rendre le sport de plus en plus efficace, puis qu'on ait des joueurs qui soient capables de revenir au jeu, quand je dis rapidement, pas trop rapidement, mais capables de poursuivre une activité sportive pendant plusieurs années, capables de réussir sur le plan académique et scolaire, bien évidemment, il faut que cette blessure-là elle soit prise en considération, qu'on cesse de la banaliser. Je suis sonné, mais je suis capable. Moi, je me le suis dit souvent. J'ai commis l'erreur de retourner trop rapidement jouer blessé. C'était pas juste des blessures orthopédiques ou physiques.
Et c'est ça. Fait que c'est pas toujours évident par la suite d'avoir à gérer ça. Je pense que nos enfants puis nos adolescents, on les veut en forme, en santé, puis on les souhaite actifs, puis capables d'avoir une contribution, puis d'avoir une implication au niveau de la collectivité. Bien, c'est important de faire en sorte qu'ils se protègent la tête le mieux possible. Évidemment, pour vous parler un peu plus de quelque chose, d'un véhicule, le mien, il est loin, il est très, très, très loin derrière. Moi, je suis d'une édition là, qui date de 26 ans, mais quelque chose de plus actuel, dans un contexte où le sport a changé, est un petit peu plus, a évolué. J'ai le bonheur puis le privilège, dans plusieurs de nos interventions, d'avoir Junior Seydou Aïdera qui vient parler de ce que lui a vécu comme sportif, comme joueur, puis un peu comment ça peut se passer sur le terrain puis en dehors du terrain. Mais je pense que c'est important d'entendre ce que Junior a dit. Alors, Ouais, merci d'abord de m'accueillir. D'abord, c'est ça, j'avais hâte de commencer à parler. C'est rare que je reste assis tranquille comme ça pendant aussi longtemps. Mais d'abord, premièrement, ça me fait plaisir d'être ici. Là, juste comme il a dit, moi, dans le fond, ça me fait plaisir de m'impliquer avec Simon, avec le bouclier, puis aussi encore plus avec Football Québec. Les deux ensemble, pour moi, c'est vraiment important parce que, premièrement, je suis un jeune qui a évolué dans le programme de Football Québec. J'ai fait mon secondaire au Séminaire Saint-François, mon cégep à Lennoxville, puis mon université au Rouge-et-Or. Puis là, maintenant, cette année, je vais commencer ma 5e année dans la Ligue canadienne. Je suis arrivé au milieu de l'année passée avec les Alouettes, mais ça va être comme ma 2e année officiellement avec l'équipe. Avant ça, j'ai été repêché à BC, j'ai été à Saskatchewan aussi un peu. Puis donc c'est ça. Je pense que c'est important aussi dans ce contexte-là de partager un peu l'expérience puis la réalité de comment ça se passe comme joueur quand tu es sur le terrain en pratique dans cette situation-là. Parce que la réalité, c'est que oui, je pense qu'on est rendu à une étape ou à un moment où est-ce que tout le monde le sait que les commotions cérébrales, c'est dangereux, c'est important, puis on le vit avec ça, puis là, on apprend, on le sait que c'est dangereux, puis personne ne veut avoir une commotion puis comme avoir des séquelles de tout ça. Mais la réalité, c'est que quand tu mélanges ça avec ton instinct de compétition puis ton esprit un peu de footballeur, c'est là que ça peut devenir difficile, puis c'est là que ça peut devenir dur de prendre les bons choix puis d'avoir le discernement de faire les bonnes choses. Puis moi, je suis là un peu pour partager mon expérience puis vous expliquer que, selon moi, c'est quoi les façons de faire comme joueur pour le faire. Puis juste pour vous partager un peu, moi, j'en ai vécu des commotions, OK? J'ai eu des bonnes, j'allais dire des bonnes expériences de commotion, mais c'est pas vraiment le mot que je cherche. Mais j'ai fait des bonnes commotions cérébrales. Donc, puis juste pour commencer, c'est ça avec mon histoire un peu, c'est que c'était en 2010, OK? On était avec le Rouge-Or à l'époque, puis c'était juste avant qu'on allait jouer la demi-finale canadienne, donc c'était vraiment un gros match. Le stade était plein, OK? Donc, tu sais, c'est des moments comme joueur que tu veux participer, que tu veux t'impliquer. Puis nous, on avait un joueur. Moi, j'avais changé de position. J'avais une position comme plus importante parce qu'il y avait un autre joueur qui était blessé. Donc, j'étais un jeune joueur. J'étais super excité. Puis au début du match, il est arrivé une situation où le carrière a débordé. Puis là, j'ai vu, il y a un linebacker qui était en poursuite. C'était leur meilleur joueur. Fait que là, moi, je l'ai regardé. Puis là, je me suis dit, là, je m'adresse à vous comme joueur parce que je sais que c'est comme ça qu'on passe sur le terrain. Puis j'étais comme, OK, j'ai la chance de le prendre, je vais pouvoir le frapper. C'est un sport contact. C'est un sport physique, le football. Fait que j'ai dit, OK, j'ai la chance de le frapper, j'y vais. Puis là, j'ai baissé ma tête. Puis là, j'ai eu le malheur de l'idée avec ma tête en premier. Puis le joueur, lui, qui était quand même un très bon joueur aussi, il s'est retourné. Puis à la dernière seconde, il m'a vu. Puis quand il m'a vu, j'ai eu un eye contact avec. Puis lui aussi, il a décidé qu'il se préparait. Puis on s'est frappé face à face. Puis là, moi, tout est devenu noir. Puis là, après, je me souviens plus de rien, juste qu'après le match, j'ai des flashs du match. Puis ça, c'est une expérience qui arrive souvent à des joueurs de football, mais qu'est-ce qui est important, je pense, à se rappeler là-dedans, c'est que moi, ça s'est passé au début du premier quart, mais avec l'adrénaline, avec le moment, avec l'importance du match, puis à quel point je voulais participer puis aider mon équipe, bien, mon réflexe, sans même que je m'en rappelle, ça a été de me relever, d'aller me placer dans le caucus puis de continuer le match. Puis de continuer à faire mes affaires sans rien dire à personne. J'ai joué tout le match. Quand ils m'ont retiré, il restait peut-être 2 minutes au match. Donc, de premier quart, j'ai fait la demi, j'ai tout fait le match sur le terrain. Je me rappelle même pas du match. On me lançait des ballons, je me rappelle même pas, OK? Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à la fin, ils se dit, OK, là, ça fonctionne pas, il faut le débarquer, c'est que moi, premièrement, ça allait pas, OK? À chaque jeu, je demandais
À chaque jeu, je demandais le jeu au gars à côté de moi. En général, je connais mes jeux, tu sais, puis c'est ça, comme je vous ai dit, il y a un joueur qui était blessé. Julian Feli s'était cassé la jambe la semaine d'avant. Puis là, à un moment donné, je me suis retourné puis j'ai dit, ouais, comment ça que je joue cette position-là? Moi, c'est pas Julian qui est là d'habitude, il est où Julian? Là, les gars m'ont regardé dans leur dos comme, OK, là, ça marche pas. Mais fait que, tu sais, j'étais pas là du tout. Puis c'est quand les autres joueurs ont décidé que là, OK, ça marche pas, le junior, il est pas là du tout, ils sont allés voir les physios sont venus me voir, m'ont posé quelques questions. Puis, tu sais, il a fallu qu'ils prennent mon casque, qu'ils le cachent pour pas que moi, je voulais retourner sur le terrain. Donc, en prenant du recul maintenant, puis en étant devant vous, puis en vous expliquant ça, je me rends compte à quel point c'est ridicule, puis à quel point jamais que de ma vie, c'est important pour moi le football, OK, puis gagner des matchs, c'est sûr. Moi, je suis extrêmement compétitif, comme je vous dis, c'est ça le plus gros challenge. C'est ton instinct de compétition. Mais il n'y a aucun match, OK, puis il n'y a aucun championnat, il n'y a rien qui va pouvoir équivaloir ta santé personnelle, puis le fait, puis la valeur, OK, puis on l'a gagné ce match-là, mais pour moi, la plus grosse valeur, puis quand je retourne à ces moments-là, puis quand je pense à ça, le plus beau souvenir que j'ai, dans le fond, c'est quand je pense à mon ami Victor, qui m'a regardé puis qui a dit « Junior, il file pas ». Puis peu importe à quel point le match était serré, c'était par 4 points, tout ça, lui, qu'est-ce qui était le plus important pour lui? C'était ma santé personnelle, puis qu'il se rende compte que si je continuais à jouer dans cet état-là, bien, ça se peut que ça aille vraiment pas bien pour moi. Puis quand on parlait du syndrome du second impact, c'est des choses qui auraient très bien pu m'arriver, OK? Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous, comme joueur, OK, oui, comme parent, puis tout ça, mais dans le contexte quand tu es dans pratique, en match, quand tu es en train de jouer, okay, souvent, quand c'est à toi que ça arrive, c'est peut-être dur de faire le discernement. Mais quand on dit que, comme dans le football, c'est un brotherhood, on est une famille, on est des frères, OK, on a notre back, bien, c'est ça aussi, avoir le back de tes boys, des fois, c'est d'être capable de regarder l'autre et de dire, OK, là, ça va pas. Puis peut-être que lui, comme Simon disait tantôt, hein, des fois, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour te dire, donne-moi tes clés, là, c'est pas le temps de conduire, toi, tu penses que tu es correct. Mais c'est ta job à toi que quand un de tes boys te dit « Sais-tu quoi, je pense que t'es pas correct, je vais aller voir les physios », bien c'est ta job à toi d'accepter la situation, puis c'est surtout ta job à toi de veiller sur les autres, puis t'assurer okay, que tu peux les protéger. Puis l'autre point, c'est mon point principal. Puis l'autre point que je veux vous partager, c'est que, comme je dis, oui, il y a l'instinct de compétition, puis il y a le fait que le football, c'est un sport où est-ce que... Puis surtout vous, vous êtes ici, genre, d'abord, je vous félicite d'être venu ici, vous avez passé à travers un processus, vous voulez vous améliorer, vous êtes ici pour vivre des affaires. Clairement, vous mangez du football, vous aimez ça. Donc, ça veut dire que... Puis le football, bien, c'est un sport de contact, c'est un sport où est-ce que si tu joues au football, t'es à l'aise puis t'as accepté que tu allais avoir mal, parce que si tu joues au foot puis t'es pas prêt à avoir mal, ben tu joueras plus au foot longtemps. Pour moi, c'est comme dire je veux être un boxeur, mais j'ai pas le goût de recevoir des coups de poing. Les deux vont ensemble. Je te dis pas que tu vas jouer blessé puis c'est normal de le faire, mais frère, frapper quelqu'un, recevoir des coups, ça fait mal puis ça fait partie de la game. Mais quand c'est ta tête, pour moi, c'est différent. Puis surtout, quand tu te fais mal, c'est qu'est-ce que tu fais après. Puis c'est ça qui est important aussi. Comme, oui, ton teammate peut venir te voir puis te dire quoi faire, mais après toi, qu'est-ce que tu vas faire comme personne? Mais quand tu te blesses, quand tu as ta cheville, il faut que tu aies la discipline d'être capable de faire qu'est-ce que tes médecins puis qu'est-ce que tes coachs te demandent pour revenir le plus rapidement possible sur le terrain. Puis c'est comme ça que tu vas aider tes teammates. C'est pas juste la discipline, c'est pas juste tout le temps avoir le courage puis dire OK, je vais au gym tant de fois. Puis la discipline, c'est aussi dans qu'est-ce que tu fais hors du terrain, comment tu soignes tes blessures, puis ta tête fait beaucoup partie de ça. La différence, c'est qu'avec ta tête, souvent, ce que ça te prend, c'est du repos, puis ça te prend la capacité de prendre du recul pour faire ce qu'il faut. Fait que c'est ça un peu que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous encourage à faire ça, puis je vous félicite d'être ici et continuer à travailler fort. Puis rappelez-vous que le football, c'est toujours un beau sport, puis c'est juste que faut apprendre à dealer avec l'aspect toujours balancer ton côté compétitif, puis ton côté de ta santé, puis ton bien-être personnel, puis que pour moi, en tout cas, le côté de ta santé personnelle puis ton bien-être va toujours passer en avant de n'importe quel game, peu importe l'envergure, peu importe le trophée qu'il y a après, la bague, OK? C'est super, ces affaires-là, mais ta santé personnelle, ça va tout être la première chose. Puis la raison pourquoi tu fais du sport à la base, c'est supposé être pour te développer comme personne. Donc respecte ta personne, puis assure-toi que tu fais les choses en conséquence. Donc, merci. Ça, c'est bon avec le mic ou...
Pour terminer, pour reprendre au bon ce que Junior amène, l'importance que vous avez au sein de votre équipe pour vos coéquipiers, quand vous subissez une commotion cérébrale, c'est de vous rétablir, de vous soigner pour être apte à revenir au jeu pleinement guéri, puis avec un rétablissement optimal. Parce que pensez pas que vous allez être utile, parce que vous pensez que vous êtes bon, vous allez faire la différence dans l'issue d'un match, d'une saison. Oubliez ça. Parce que vous ne pouvez pas jouer contre la nature. Ça pourrait même être une nuisance pour vos coéquipiers en restant sur le terrain. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est vous savoir en forme, puis vous savoir en santé. Alors, prenez soin de vous, puis prenez soin aussi de vos coéquipiers, parce que quand cette blessure-là survient, ça prend des gens pour s'en rendre compte à votre place. Puis vous dire, va t'asseoir, va te reposer, puis reviens-nous en forme. Parce que je pense que tout le monde, on a assez le respect de soi-même, puis le respect de ses camarades, puis ses coéquipiers, puis même d'un adversaire, pour lui souhaiter d'être en santé, puis de réussir son développement au niveau sportif, au niveau académique, puis être capable de se rendre jusqu'à l'autre bout. Vous avez des belles choses à réaliser. Vous allez sans doute plus tard aussi être des parents. Vous allez vouloir vous occuper à votre tour de vos enfants, mais pour ça, il faut être en forme aussi. Le job de parent, c'est exigeant, mais quand on est en santé et en forme, ça aide beaucoup. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Je vous souhaite une belle fin de semaine de football et une belle Coupe Tim Hortons. Est-ce qu'il y avait des questions? Un petit 5 minutes s'il y a des questions rapidement. Ah, ben oui. OK, juste pas parce que le timing, c'est pas moi qui est sur le chrono. Je ne sais pas si vous avez des questions, pas juste concernant le contenu, mais concernant un peu tout ce qu'on a nommé, ce qu'on a expliqué. Parce que des fois, c'est pas toujours clair. Je sais que vous en entendez parler beaucoup. Vous avez sans doute eu des infos concernant ce qu'on a discuté. On le répétera peut-être jamais assez, mais c'est important de toujours l'avoir en tête. Mais gênez-vous pas si vous avez des commentaires ou des questions. C'est toujours apprécié pour nous.